Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Paris United, le média des supporters du PSG, pour ce livre. Thomas Tuchel, faire grandir Paris. On reçoit son auteur, Marcus Kaufmann. Salut Marcus, Salut Thibaut. je suis ravi de t'accueillir. Marcus, toi, tu as créé le blog Faute Tactique. Tu es collaborateur aussi pour le magazine SoFoot. Exact. Et tu entraînes une équipe de jeunes à Londres. Tu travailles également pour plusieurs clubs. C'est ça, c'est ça. Merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Alors, ma première question, c'est pourquoi un livre sur Thomas Tuchel? Alors, c'est les éditions Marabout qui sont venues vers moi en été, donc 2 mois après son arrivée plus ou moins. Et en clair, on s'est rendu compte d'un constat, c'est que les, après les premiers entretiens informels que j'ai fait avec des joueurs et des agents, il y avait vraiment un décalage entre l'image que Tuchel avait dans la presse française et l'image que les personnes qui avaient vraiment bossé avec lui donnaient. Et du coup, on s'est lancé sur l'enquête comme ça. Alors, il y avait vraiment ce fameux décalage, finalement. Et finalement, oui, après avoir interviewé ses collaborateurs à Mayence, à Dortmund, mais aussi à Stuttgart en centre de formation, ou à Augsbourg quand il était directeur de centre de formation, on s'est rendu compte que tout le monde décrivait quelqu'un qui était très joyeux au quotidien, qui apportait vraiment de la bonne humeur, qui était une sorte d'énergie positive dans les vestiaires. Alors que dans les médias, on parlait de quelqu'un qui était très autoritaire, qui donnait beaucoup de sanctions à ses joueurs, qui n'hésitait pas à employer une méthode très dure. Et en fait, on s'est rendu compte plus tard, quand il a commencé au Paris Saint-Germain, que c'était un peu le contraire et qu'il était plutôt adepte de la méthode douce, ou du moins qu'il savait s'adapter aux personnalités dans ses vestiaires. Dans ton livre, tu le décris vraiment comme un romantique. C'est vraiment ça, un romantique du football. Je pense que ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que j'ai commencé à écrire le livre, c'est qu'il me permettait de raconter différents univers, que ce soit l'univers du football amateur, l'univers des deuxième, troisième divisions européennes. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui a été dans le football pendant environ 8-9 ans en tant que formateur, très éloigné des projecteurs, et qui pourtant a continué à avoir une passion pour le jeu, et qui du coup, quand il est arrivé dans l'élite à Mayence et qu'il a été nommé vraiment coach d'équipe première en Bundesliga, il n'a pas vraiment cherché à plaire aux médias, il n'a pas cherché à changer sa façon de faire, parce que ce qui l'importait vraiment, c'était le jeu. Et il y a plusieurs histoires dans le livre qui racontent ces trajets dans une Audi break, on va dire un peu défoncée, où il faisait des centaines de kilomètres pour aller jouer des matchs avec ses équipes de jeunes dans le sud de l'Allemagne. Et c'est un peu cette image-là qui ressort du livre de lui. Alors, il y a la particularité d'être un jeune entraîneur. C'est quoi, en quelques mots, comment tu définirais le style Tourelle? Alors, je dirais, oui, il est jeune, mais en même temps, il a énormément d'expérience. Et je pense que c'est intéressant de le voir dans la mesure où, quand on compte ses années d'entraîneur pro, il y a seulement 7 saisons pour l'instant, 5 à Mayence, 2 à Dortmund. Et derrière, il a 10 ans d'expérience de gestion d'effectifs, de construction de groupe et également de mise en place d'exercices on va dire de réflexion tactique derrière lui. Donc, c'est quelqu'un qui a commencé à 27 ans le métier, qui a quand même eu une carrière pro, même s'il n'a pas joué dans l'élite allemande jusqu'à 18 ans, il était bon, il était en sélection junior. Ensuite, il a eu un peu de mal quand il a passé le cap. Et, est-ce qu'il a des mentors ou des sources d'inspiration? Il en a plusieurs. C'est quelqu'un qui a toujours regardé à droite à gauche, mais même au-delà du football. Il est quelqu'un qui lit beaucoup, qui est parti rencontrer des universitaires, des statisticiens, des spécialistes du cerveau pour essayer d'améliorer l'intelligence footballistique de ses joueurs. Et ensuite, dans le football, il a été fortement influencé par forcément ses premières années à Stuttgart, où il a vraiment appris le métier. Et là, il baignait vraiment dans ce qu'on appelle la pensée footballistique des Swabs, qui ensuite a fait naître le Gegenpressing. Donc, on va dire que c'est la même branche que Joachim Löw, qui était à Stuttgart dans les années 90, mais également d'autres coachs qui ensuite ont brillé en Allemagne et qui veulent jouer un football très actif avec et sans ballon. Donc, avec le ballon, on l'a vu au Paris Saint-Germain, c'est une circulation de balle le plus rapide possible, ce qui peut le frustrer par moment à Paris, mais ce qui était le cas à Dortmund. Et sans ballon, c'est actif dans le sens où il va essayer de la récupérer dans des zones dangereuses. Alors, son premier gros défi d'entraîneur, il se passe à Mayence, qui est un club de Bundesliga, mais qui fait un peu le yo-yo. Et là, il prend l'équipe et il la transforme. Ouais, il arrive à Mayence. Mayence, il me semble, a joué 3 saisons en Bundesliga dans son histoire, les 3 saisons avec Jürgen Klopp quelques années avant. Ils sont descendus en deuxième division et là, ils remontent. Et Christian Heidel, qui est le directeur sportif de Mayence, prend la décision qui semble complètement folle à l'époque, 5 jours avant le début du championnat, de virer l'entraîneur
du moment et de mettre Thomas Tuchel, qui est l'entraîneur des moins de 19 ans, qui vient de gagner le seul titre de l'histoire du club, qui est celui des champions de moins de 19 ans contre Dortmund, le Dortmund de Mario Götze. Et le Mayence de Tourelle, il est même surnommé par certains médias, enfin, il est comparé par certains médias au Barça, à certains moments, tellement. Oui, c'est pendant donc la première saison, il termine 9e et il réalise la meilleure saison de l'histoire du club. La deuxième saison, ils avaient à faire quelques prêts intelligents comme Louis Holtby ou Christian Fuchs. Et sur les 7 premiers matchs de la saison, ils remportent les 7 matchs, ils battent le Bayern à l'Allianz Arena. Et du coup, ils sont leaders du championnat jusqu'à la fin octobre. Et à cette époque-là, on voit une équipe qui presse très très haut, qui est très très agressive. Et c'est exactement au même moment que le Barça est en train de dominer en Espagne. Et forcément, du coup, il y a des comparaisons. Et il démontre aussi une originalité dans ses schémas tactiques. Il est assez flexible. Oui, absolument. Et surtout à Mayence, il y a un témoignage intéressant d'un joueur, Sami Alagui, qui était attaquant pour Tourelle, qui raconte que quand tu es à Mayence, si tu ne t'adaptes pas à l'adversaire, tu ne peux pas gagner le match. Et si en plus, tu n'es pas assez intelligent pour comprendre que ton effectif doit changer chaque week-end par rapport à l'adversaire, tu peux pas gagner non plus. Et du coup, tous les joueurs ont accepté rapidement une très forte rotation. Le match avant d'affronter le Bayern, ils changent 5 joueurs alors qu'ils viennent de gagner 4 matchs d'affilée. Et finalement, ils remportent encore une fois la victoire. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant avec Thomas Tuchel et dont on n'en parle pas assez en France, c'est que c'est quelqu'un, quand il va arriver dans un groupe, quand il va arriver dans un nouveau club, il va faire tout ce qui est possible pour enlever toutes les conditions existantes qui vont essayer d'influencer les joueurs. Quand il arrive à Mayence, c'était une équipe, un groupe qui pensait on va être relégué, on est promu, mais tout le monde nous voit à la relégation parce que le recrutement n'était pas terrible, il y avait beaucoup de joueurs blessés. Et lui, même en 5 jours, en 10 jours, en quelques semaines, il a réussi à changer la mentalité du club. Et avant de parler de tactique et de schéma, c'est vraiment sur la mentalité qu'il a eu une forte influence. Je pense que Dortmund, il a essayé de faire ça dans un club qui aurait pu peut-être concurrencer le Bayern un peu plus sur la durée. Le club a décidé de continuer son modèle, de vendre les meilleurs joueurs et de racheter des jeunes. Et à Paris, je pense que ça va être intéressant de voir s'il arrive on va dire que Paris est un club qui est préconditionné par l'envie ou l'obsession de gagner la Ligue des Champions. Et je pense que ça va être intéressant de voir s'il arrive à enlever ces conditions-là, ces préjugés, et faire en sorte que les joueurs se libèrent, ne pensent plus au fait d'avoir cette pression et cet environnement un peu négatif autour d'eux quand ils jouent en Europe, et voir s'ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, en 2015, il arrive justement à Dortmund où il succède à Jürgen Klopp. Quelle est la différence entre son Borussia et le Borussia de Klopp? Alors, on parle souvent de l'affiliation avec Klopp comme si Klopp était son mentor. En réalité, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Et Tuchel dit toujours que tous les deux adorent porter des pulls à capuche sur le banc de touche, mais que sinon ils se sont parlé 5 minutes au téléphone avant à Mayence quand il est arrivé et ensuite à Dortmund quand il est arrivé. Et ils sont amis, ils s'entendent très très bien quand ils s'affrontent, ils prennent toujours le temps de passer un moment ensemble. Mais on va dire qu'ils n'ont pas tellement de points communs en tant qu'entraîneurs. Je pense que leur plus gros point commun, ça va être le fait d'avoir une personnalité assez extravagante dans le vestiaire. Tous les joueurs que j'ai interrogés qui ont connu les deux ont dit que c'était le meilleur, les grands frères on va dire les pères très permissifs dans le vestiaire. Donc ils vont assez tard à l'hôtel avec les joueurs, ils vont bavarder et ils vont se chambrer. Il n'y a pas vraiment la barrière qu'on peut imaginer avec les entraîneurs autoritaires. Et alors, est-ce que c'est justement ce type d'entraîneur qu'il fallait à Paris pour gérer les Neymar, les Mbappé? Je pense que dans ce sens-là, c'est un choix intelligent parce que le vestiaire parisien aujourd'hui est très particulier par rapport à tous les autres vestiaires de l'élite européenne, je pense. On est sur un championnat qui est dominé relativement facilement chaque année, même si on n'a pas tous gagné, mais on a gagné la majorité. Et je pense que c'est intéressant de voir que Tuchel, quand il est arrivé à Paris, sa priorité, c'était de gagner la confiance du vestiaire. Et pour l'instant, on a l'impression qu'il a réussi le défi. Mais ensuite, on verra s'il va pouvoir transformer cette confiance en vraiment transmission d'idées, notamment d'idées tactiques, pour parfaire l'effectif pour les grandes rencontres européennes. Alors justement, il arrive à Paris en mai 2018. Il est demandé par d'autres clubs pourquoi il choisit Paris spécifiquement. Le projet de jeu l'intéressait vraiment. Alors, je pense qu'il a été séduit par le fait. Il a toujours eu. Ce qui est intéressant, c'est que les 7 années pro qu'il a eu pour l'instant, il a toujours rempli ses objectifs sportifs dans des contextes qui étaient très très compliqués. Et que ce soit des problèmes institutionnels à Dortmund, des problèmes financiers à Mayence, on lui a toujours vendu des joueurs qu'il voulait pas vendre, on lui a toujours fait des promesses qu'on lui a pas tenues, et pourtant il a toujours réussi à tenir la baraque et on va dire à
à dépasser ce qu'on attendait de lui. Ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'à Paris, il a choisi le projet parce qu'il s'est dit qu'il allait avoir un budget illimité, qu'il allait enfin pouvoir avoir un soutien financier de la part de son club, et qu'en fin de compte, il est arrivé, il a entendu parler du fair play financier, et il n'a même pas eu le milieu défensif qu'il demandait en été. Ou alors, est-ce qu'il a vraiment choisi Paris parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme dans l'effectif, et que surtout, il pouvait avoir une influence. Et donc, je pense que c'est un entraîneur qui, un peu comme Pep Guardiola, cherche vraiment non seulement forcément à gagner des titres, même si je pense qu'il lui-même ne ressent pas le besoin de gagner la Ligue des Champions pour valider sa carrière d'entraîneur. Il est suffisamment confiant en lui pour être fier de son parcours. Je pense qu'en revanche, ce qu'il cherche, c'est un effectif qui peut vraiment modifier, changer, et sur lequel il peut avoir une influence et un impact important. Alors, il arrive à Paris et il succède à Unai Emery qui, on l'a vu, a eu peut-être un peu de mal à mettre en place le projet de jeu qu'il voulait. Alors, quelles sont les différences avec Unai Emery et qu'est-ce que lui va apporter en plus? Je pense que tout est relatif, dans le sens, je pense que Unai Emery a plus subi le projet parisien qu'autre chose. Unai Emery n'a pas vraiment choisi cette équipe. Pour l'instant, Tourelle n'a pas choisi non plus. On va voir si cette fois-ci le PSG peut vraiment lui donner des conditions de travail dignes d'un entraîneur de ce niveau-là. Et je pense que c'est ça qui va être intéressant. Est-ce que la direction du club va pouvoir s'aligner avec l'entraîneur sur un projet à long terme? Quand on parle de long terme, à Paris, c'est même 2 ans, 3 ans serait à long terme. Et voir vraiment si Tourelle va pouvoir avoir une influence pour modifier l'effectif à l'image du jeu qu'il a envie d'employer. C'est pas quelque chose qui a été réussi avec Unai Emery, mais ce sera intéressant de voir si c'est possible avec Tourelle dans un contexte de fair play financier. Et dans ce sens-là, je pense que ça a été très intéressant d'aller chercher un entraîneur comme lui, parce que c'est quelqu'un qui va maintenir une communication positive avec les médias, qui va aussi maintenir une bonne humeur dans le vestiaire, et qui enfin va vraiment essayer de faire progresser les individualités. Et Paris en a vraiment besoin dans le contexte du fair play financier, parce qu'ils ont besoin de plus-value, ils ont besoin de progression des joueurs, on va dire, moyens de l'effectif, pour ensuite passer un cap. Alors, on l'a vu, Unai a eu un peu de mal à se dépêtrer du 4-3-3 parisien qui était ancré notamment depuis Laurent Blanc. Tourelle, lui, il arrive et il balaye tout ça. Je pense qu'il a inversé la méthode. Unai Emery, quand il est arrivé, a balayé aussi le 4-3-3 et a essayé d'instaurer des nouvelles idées avec un Javier Pastore qui était plus important dans notre jeu, un 4-2-3-1, des attaques un peu plus rapides. Et finalement, c'est pas quelque chose qui a tenu parce que je ne saurais dire s'il a perdu la confiance du vestiaire ou si ça marchait jusqu'à la première défaite quand les joueurs ont repris le pouvoir. En tout cas, Tourelle, sa méthode a été plutôt de gagner la confiance du vestiaire, de les laisser jouer comme il l'entendait et ensuite d'ajuster. On regarde le premier match contre Liverpool à Anfield. Paris joue en 4-3-3 sur des schémas connus avec des circuits de possession qui sont déjà connus et qui sont travaillés depuis Laurent Blanc. Quand on regarde le match retour contre Liverpool, ça n'a rien à voir. On voit un Neymar qui se sacrifie et on voit une équipe qui est vachement plus habile tactiquement et qui écoute vraiment son entraîneur. Après, c'est sûr que pendant l'été, il a eu de tels problèmes de personnel qu'il n'a pas pu faire autrement que jouer avec une défense à 3, faire jouer beaucoup de jeunes et varier les systèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il a toujours fait dans sa carrière. Justement, la défense à 3, c'est une de ses touches personnelles, on le sent. Est-ce que tu peux en parler un peu? Comment il arrive à faire évoluer Paris avec une défense à 3? Alors, c'est pas quelque chose qu'il avait fait particulièrement à Mayence, où je dirais que la tactique passait vraiment après le côté dépassement des mentalités. Mayence, c'est vraiment... J'ai pas envie de donner un exemple de Ligue 1 pour pas manquer de respect à un club de Ligue 1, mais c'est un club qui avait joué 3 saisons dans l'élite sur une histoire de 100 ans. Donc c'est vraiment un club très modeste et c'est un club qui a réussi à emmener jusqu'au tour préliminaire de Ligue Europa. Donc la tactique était un peu secondaire. À Dortmund, il a assez rapidement essayé d'utiliser une défense à 3, surtout en Europe, quand l'équipe avait beaucoup de pression et qu'il utilisait surtout la défense à 3 pour aspirer le pressing adverse. Il y avait des défenseurs assez habiles avec les pieds. Et du coup, ça lui permettait de garder le ballon dans une zone relativement sûre. Tu parlais au début de cet entretien du Gegenpressing qu'il a instauré aussi à Paris. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée, nous expliquer ce que c'est exactement? Alors, l'idée, ça va être ça, il le faisait très bien à Mayence. Mayence avait 2 objectifs quand ils avaient le ballon. C'était soit s'ils menaient au score ou si c'était dans un temps faible, de vraiment conserver le ballon entre les latéraux, les défenseurs centraux et les milieux défensifs. Donc, c'était une gestion de possession de balle relativement très, très défensive. Et la deuxième chose, c'était de mettre le ballon dans des zones dangereuses, donc avec beaucoup de transversales et de longs ballons verticaux, non pas forcément pour réussir une action magnifique et attaquer directement le but,
mais pour mettre le ballon dans une zone où si jamais l'adversaire la récupère, on peut directement le presser, la récupérer et ensuite réattaquer. Ok. C'est ce qu'on appelle le contre-pressing. Et alors forcément, à Paris, il y a aussi ce fameux trio Neymar, Cavani, Mbappé. Pas évident à gérer et à faire jouer ensemble. On l'a vu tester plusieurs schémas, et notamment remplacer Neymar en 10 parfois. Quel est ton regard sur cette gestion du trio d'attaque? C'est le grand défi du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est qu'on a cette équipe a été construite de manière, on va dire, romantique. Romantique dans le sens, c'est un petit peu comme la vieille Inter de Massimo Moratti qui achetait des stars à coups de millions parce qu'il adorait voir des artistes s'entraîner dans son jardin, mais qui ensuite ne réfléchissait pas forcément à la compatibilité des joueurs sur le terrain, sans parler des égos. Et du coup, Tuchel arrive aujourd'hui au PSG avec un trio qui n'est pas forcément utilisable pour ce pressing-là, qui ne sont pas des joueurs qui vont forcément vraiment se sacrifier, et qui sont tous les trois des joueurs qui ont besoin de marquer et qui ont besoin d'énormément de protagonisme. Donc, je pense qu'on verra dans les prochains mercato comment la situation évoluera. Ce qui est sûr, c'est que si Tuchel a envie d'instaurer ses idées à long terme, il faudra soit qu'il y ait un changement de personnel, soit qu'il y ait un vrai changement des mentalités au sein de l'effectif pour accomplir. Mais on a vu que c'était possible contre Liverpool au match retour, où il a réussi à placer un 4-4-2 en phase défensive avec un Neymar qui défendait sur le côté gauche. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer 2 mois avant. Ce match retour de Liverpool où Marquinhos joue numéro 6, là encore, Tourelle a eu des petits problèmes de 6, il a été obligé de faire monter Marquinhos d'un cran. Est-ce que Marquinhos peut jouer numéro 6? Oui, et je pense que ce qui est intéressant dans la méthode Tourelle par rapport à son approche sur son analyse de l'effectif du Paris Saint-Germain, c'est qu'il a d'une part vraiment analysé les matchs, donc il a regardé tous les matchs de la saison dernière, et il a dit le Paris Saint-Germain a clairement besoin d'un numéro 6. Tactiquement, je pense que n'importe quelle analyse tactique aujourd'hui ferait le même diagnostic. Il a ensuite gardé seulement cette information en tant qu'une seule source d'information, et il allait en chercher une autre avec des entretiens avec les joueurs. Et alors que la première information lui avait clairement dit que Adrien Rabiot devrait être le numéro 6 du Paris Saint-Germain, il s'est rendu compte qu'après avoir fait des entretiens et après avoir observé les joueurs, que Rabiot était quelqu'un qui était très curieux, qui avait de la psychologie un joueur qui a envie de briller, qui a une mentalité de toujours aller de l'avant, qui a envie de se montrer, alors que Marquinhos, même s'il avait des qualités techniques ou même tactiques moindres pour être numéro 6, il avait une mentalité de guerrier, il avait envie de couvrir pour les autres. Et il a fait le choix du coup de travailler sur la technique de Marquinhos, comment orienter son corps, comment lire le jeu devant la défense, plutôt qu'imposer à Rabiot de jouer numéro 6, ce qui aurait été contre nature. Donc il va toujours voir la psychologie du joueur avant même son profil tactique. Okay. Ce qui l'empêche pas après d'avoir de très bonnes visions tactiques, et par exemple remarquer que Dani Alves, qui sait très bien conserver le ballon, qui a une vraie science de la possession et qui a beaucoup d'expérience, pouvait aussi jouer au milieu et qui n'était pas forcément obligé de rester sur l'aile où il peut être vulnérable en fonction de sa forme. Alors on l'a vu aussi en ce début de saison, Tourelle c'est aussi quelqu'un qui fait confiance aux jeunes. Il a lancé en tout cas pas mal donné de temps de jeu à des petits parisiens comme Diaby ou Ensoki. Sa relation avec les jeunes, c'est une de ses forces aussi. Il adore les jeunes parce qu'il sait qu'ils vont bosser plus que les autres. Donc à Mayence, il a gardé un système de rotation important avec beaucoup de concurrence avec des jeunes. À Dortmund, il travaillait, on va dire, presque forcé avec beaucoup de jeunes. C'est un club qui lance des jeunes de 18-19 ans qui sont très talentueux. Tout le temps, c'est lui qui a lancé Pulisic en pro, par exemple. Et du coup, forcément, il aime travailler avec ces joueurs-là parce que c'est des joueurs qui vont apporter beaucoup de concurrence. Et je pense qu'il compte sur le vivier parisien pour faire en sorte de concurrencer les stars qui sont présentes aujourd'hui. Alors, bon, Tourelle, il a quand même été embauché pour remporter la Ligue des Champions. Le titre de ton livre, c'est Faire grandir Paris. Est-ce que, pour toi, c'est le profil idéal pour justement amener le PSG à la coupe aux grandes oreilles? Alors, je suis pas sûr que l'objectif aujourd'hui du Paris Saint-Germain est vraiment de gagner la Ligue des Champions. Je pense que le club a gagné en maturité dans ce sens-là et que l'objectif est plutôt il faut être réaliste, de faire des gros parcours en Ligue des Champions pour réussir à la gagner dans les prochaines années. Je pense que si on regarde l'évolution des projets sportifs de l'Atlético ou de la Juve ces dernières années, ce serait très très prétentieux ou alors beaucoup trop ambitieux de parler de victoire en Ligue des Champions, dans le sens où on a des clubs qui ont travaillé très très bien pendant des années, qui ont une grosse histoire européenne et qui ont échoué en finale, qui ont échoué en demi-finale à plusieurs reprises. Je pense que Paris, dans ce sens-là, est encore dans une phase
un petit peu moins avancé en Europe, mais qui a aussi choisi de prendre le risque de confier son projet à des individualités très très fortes comme Neymar ou Mbappé, en se disant peut-être que justement ces gens-là peuvent faire la différence dans les grands rendez-vous, plus qu'un collectif solide. Maintenant, ils ont donné un projet à un nouvel entraîneur qui a la mission on va dire, d'associer les deux options, c'est-à-dire de gagner avec ces individualités qui savent faire la différence, et à la fois de construire un collectif à long terme. Je pense que c'est sur la construction du collectif que Tuchel sera surtout jugé. Et au départ, le livre devait être appelé Faire gagner Paris. Et en fin de compte, après quelques semaines, on s'est rendu compte que la philosophie de l'entraîneur était tout le contraire de ça, dans le sens où il voit vraiment son équipe comme un chef d'orchestre qui doit se représenter tout le week-end de la meilleure des façons. Donc, tu dois donner le meilleur de toi-même plus que vaincre l'adversaire, parce que tu sais très bien que ton adversaire va te conditionner de telle sorte que tout ne dépendra pas de toi le dimanche soir. Alors justement, pour construire ce collectif, on a vu lors des derniers mercato que c'était pas facile de faire venir certains joueurs. Selon toi, quel type de joueur cet effectif a besoin pour justement mener à bien ce projet? Alors, déjà des joueurs qui ont envie de travailler, je pense, des joueurs qui ont envie de progresser. Et je pense que tout dépend du budget que le Paris Saint-Germain va avoir. Dans un contexte de fair play financier très très strict, si le Paris Saint-Germain n'a plus vraiment l'avantage financier sur ses concurrents européens, il va falloir aller chercher des joueurs plus jeunes qui auront du coup une marge de progression plus importante. Et c'est pour ça que je pense que le choix de Tuchel peut être intelligent dans ce contexte. C'est quelqu'un qui va faire progresser les jeunes, qui a beaucoup d'expérience avec eux, et qui, quand on voit les plus-values qu'il a réalisées à Dortmund en une seule saison, avec par exemple Ousmane Dembélé, je pense que Paris a cet atout-là qui n'existait pas forcément avant. La question, c'est est-ce que la pression de l'environnement parisien sera suffisamment clémente avec ce projet pour faire grandir les jeunes, ou alors est-ce qu'on aura vraiment une exigence très importante de victoire immédiate? Alors pour les supporters qui nous regardent, on est au matin du match aller contre Manchester United à Old Trafford. Déjà, tactiquement, Manchester, c'est quoi? Ça joue comment? Alors, Manchester, je dirais pas que ça a beaucoup changé depuis que Solskjaer est arrivé, dans le sens où avec Mourinho, on avait une équipe effectivement qui était très très compacte, mais qui perdait, on va dire, c'est-à-dire que la distance très souvent entre le bloc défensif et les attaquants était trop grande. On voyait que Mourinho avait beaucoup de frustration avec ses ailiers s'ils ne redescendaient pas assez pour participer à la phase défensive. Et ensuite, en phase offensive, il y avait très très peu de mouvement entre les lignes. On voyait le milieu Matic, Herrera, Pogba qui restait vraiment dans sa zone, parce que probablement l'entraîneur avait peur de les voir partir. Ça faisait qu'il y avait tellement peu d'associations au milieu que le jeu était très figé. Le pire exemple était le 8e de finale l'an dernier contre Séville, où Manchester s'est fait complètement dominer par le milieu mené par Nzonzi. Avec Solskjaer, on va dire que la base défensive est restée la même, et la façon avec laquelle le bloc est compact en phase défensive, c'est vraiment du Mourinho tout craché. En revanche, en phase offensive, il y a quelques changements, notamment les déplacements de Pogba, qui est beaucoup plus libre, mais également les déplacements de Martial et Rashford, qui participent beaucoup moins à la phase défensive. Donc pour Manchester, le plus, c'est qu'il y a une animation offensive qui est bien plus importante et qui profite de la compacité du bloc. Donc on voit quand Pogba récupère le ballon derrière, on a Rashford et Martial qui sont directement disponibles pour attaquer la profondeur, alors qu'avant, on va dire que la manœuvre était beaucoup plus lente. Alors, on est confronté à une double problématique, à savoir que en général, le PSG a quand même un peu de mal sur les pelouses anglaises. Et en plus de ça, Tuchel fait face à une pénurie de blessés. Comment doit-il gérer cette double confrontation, selon toi? Alors, je pense que ce qui est compliqué et ce qui doit profondément inquiéter Tuchel, c'est de ne pas avoir eu le temps de travailler. Je pense que les joueurs qui vont être alignés ce soir, en termes de qualité de l'effectif, que ce soit Di Maria, Draxler ou même un joueur comme Daniel Alves, ont vraiment la qualité pour battre Manchester United. L'inquiétude, c'est que le projet de jeu a été basé pendant 6 mois, ou a été travaillé pendant 6 mois avec Neymar, puis ensuite a été travaillé pendant 3 semaines avec Cavani, et finalement, sans les deux joueurs, il a été travaillé pendant 2 jours. Donc, il y a eu un entraînement hier à Old Trafford, une mise en place tactique, et il me semble que c'est tout. Donc, dans ce sens-là, il y a peu de préparation qui a été faite.
Je pense que le Paris Saint-Germain va essayer de se baser sur le reste du travail qui a été fait, donc en oubliant l'animation offensive. Et ça, c'est quelque chose avec lequel le Paris Saint-Germain cette année a pas mal de confiance. On l'a vu à Naples, on l'a vu contre Liverpool au Parc. Il y a une structure défensive qui sait gérer aussi bien la possession que la défense basse. Et je pense que le Paris Saint-Germain va se baser là-dessus ce soir pour faire un résultat, en espérant que devant, que ce soit Draxler, Di Maria ou Mbappé, arrive à créer quelque chose entre les trois. Écoute, je te remercie infiniment, Marcus, pour cet entretien. Merci Thibaut, ça fait plaisir. C'était un vrai plaisir de parler tactique. Et bien sûr, je conseille à tous ceux qui nous regardent Thomas Tuchel, Faire grandir Paris de Marcus Kaufmann. Merci à tous de nous avoir suivis et allez Paris.